Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo hors série pour vous parler un petit peu d'économie et de virus. Faut pas prononcer son nom parce que YouTube démonétise. Je vais essayer de répondre à trois questions que vous pourriez vous poser. Premièrement, pourquoi est-ce que la crise du coco impacte l'économie? Deuxièmement, quel rapport entre le coco et les bourses qui se cassent la gueule? Et enfin, troisièmement, quel rapport entre le coco et la chute des prix du pétrole? Alors, pour comprendre le lien entre le coco et le ralentissement économique, en fait c'est assez facile, il suffit de dessiner un schéma de l'économie qui ressemble à ça. Les dépenses des uns sont les revenus des autres. Ou dit autrement, chaque dépense est toujours un revenu. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Du côté de ceux qui dépensent, on retrouve les particuliers qui consomment et les États et les entreprises qui investissent. Consommation et investissement, ça signifie que tout ce petit monde achète des biens et des services. Et puis du côté de ceux qui récupèrent des revenus, on retrouve des gens qui travaillent, des entreprises qui font des bénéfices et des États qui collectent l'impôt. Cette mécanique de dépenses qui engendre des revenus permet de mettre en valeur tout ce qu'une économie produit. Des vêtements, des ordinateurs, des voitures, des fusées, de la nourriture, des services d'éducation, de santé, de maintien de l'ordre, de communication, de marketing, bref, tous les métiers qui existent. C'est à cet endroit crucial, là où les dépenses consacrées aux produits et aux services neufs engendrent des revenus, que l'on enregistre le PIB. Or, pour qu'il y ait de la croissance économique, il faut que le PIB grimpe année après année. Il faut donc plus de dépenses qui engendrent plus de revenus qui permettent de mettre en valeur plus de richesses. Bon, alors forcément, quand les gens restent chez eux et ne vont pas travailler, il y a moins de production de richesse et aussi moins de consommation. Les gens évitent de passer du temps dans les magasins en pleine épidémie. Du coup, il y a moins de PIB. C'est un ralentissement économique, ce qu'on appelle dans le jargon des économistes une récession. Maintenant, quel est le lien entre coco et les marchés financiers? Alors sur mon schéma, une fois qu'on a obtenu un revenu, il y a deux solutions. Soit on utilise son revenu pour faire une dépense, une partie de votre salaire vous sert à payer le loyer, à faire les courses, à payer les factures, soit on met une partie de son revenu de côté, c'est ce qu'on appelle l'épargne. Épargne qu'on pourra utiliser plus tard pour faire des dépenses, l'économie est une boucle. Il y a un autre mode de financement des dépenses qui passe par les banques de dépôt, celles chez qui vous pouvez ouvrir un compte courant. On a l'impression que les banques utilisent l'épargne pour faire des crédits, mais en fait c'est faux. En réalité, les banques créent toujours de la monnaie. Je ne m'attarde pas plus sur le sujet, j'ai déjà pas mal de vidéos là-dessus. En tout cas, non, les banques n'utilisent pas votre épargne pour faire des crédits. Mais alors me direz-vous, qui utilise votre épargne pour faire des prêts? Uniquement les marchés financiers et uniquement si vous faites la démarche de confier votre épargne à une société de gestion, typiquement en France, ça s'appelle l'assurance vie, ouvrir un compte titre, posséder un PEA, etc. Bon alors, une fois votre épargne en bourse, si vous en avez fait la demande, celle-ci peut servir à deux choses. Je simplifie énormément. Soit elle est prêtée à des entreprises ou à des États, c'est de la dette, on parle d'obligation, soit elle sert à acheter des titres de propriété d'entreprise, on appelle ça des actions. Bon, tout ça ne veut pas dire que votre épargne finance quoi que ce soit en réalité. Les marchés financiers sont plutôt spéculatifs par nature, c'est-à-dire qu'ils financent presque rien. Mais bon, je vous laisse aller voir des vidéos qui détaillent tout ça si ça vous intéresse. Bref, quand on dit que la bourse se pète la gueule, ça signifie que le prix des actions est en train de chuter. Or, qu'est-ce que le prix des actions représente? Puisque les actions sont des titres de propriété, leur prix représente la valeur des entreprises. Si vous faites prix de l'action totale fois quantité d'actions totales, vous obtenez la valeur de l'entreprise totale. Donc, le coco fait baisser la valeur des entreprises. Alors pourquoi? Parce que qui dit récession dit entreprises qui vont faire moins de bénéfices que prévu. Donc entreprises qui ont moins de valeur que prévu. Au moment où j'enregistre cette vidéo, le CAC 40 a perdu 23% de sa valeur par rapport à mi-février. Ça voudrait donc dire que parmi les 40 plus grosses entreprises françaises, le CAC 40 c'est grosso modo la moyenne des prix des actions des 40 plus grosses entreprises françaises, les marchés financiers estiment que le ralentissement économique causé par le coco va provoquer une diminution des bénéfices tellement importante qu'il est normal que les entreprises coûtent 23% moins cher. Est-ce que cette baisse est justifiée? Alors là, aucune idée. J'en sais rien, les financiers n'en savent rien, les politiques n'en savent rien, personne n'en sait rien, c'est le flou total et en même temps c'est normal. Qui pourrait bien prédire l'avenir? C'est pourtant ce que les marchés financiers sont supposés faire au jour le jour. Alors maintenant, quel est le rapport entre le prix du pétrole et le coco? Là encore, c'est assez facile. Je vous montre un graphe qui permet de voir comment le PIB mondial, exprimé en milliards de dollars, donc la croissance économique mondiale, évolue par rapport à la consommation de pétrole, exprimée en millions de tonnes. Vous voyez que depuis 1985, le monde est sur une trajectoire très stable, où plus de croissance économique veut toujours dire plus de consommation de pétrole. Donc forcément, si le coco provoque une récession, un ralentissement économique, alors on va consommer moins de pétrole que prévu. Au passage, tant mieux du point de vue du réchauffement climatique. Du coup, les marchés financiers, ah oui, parce que le prix du pétrole, tout comme le prix de toutes les matières premières, est fixé sur un marché financier. C'est pas exactement le même que le marché action. Bon, j'ai déjà fait 3 vidéos sur le sujet, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça. Donc, les marchés financiers se disent la chose suivante. S'il y a moins de croissance économique qu'attendu, il va y avoir trop de pétrole extrait
par rapport à la demande, par rapport à ce qui va être utilisé. Donc le pétrole ne devrait pas être cher. Donc les financiers parient sur la baisse du prix du pétrole. Et donc le prix du pétrole baisse de 50%. Alors est-ce que c'est excessif ou pas, encore une fois? Alors cela dit, il faut quand même préciser en plus de ça que le week-end dernier, l'Arabie Saoudite et la Russie, respectivement les numéros 2 et 3 dans le game de l'extraction de pétrole, sont entrés dans un genre de guerre commerciale. En gros, il y avait un accord entre Russes et Saoudiens pour limiter la production de pétrole afin de soutenir les prix. Parce que les entreprises américaines qui produisent du pétrole de schiste tournent à fond la caisse depuis plusieurs années et produisent comme des gros bourrins. D'ailleurs, les États-Unis sont redevenus numéro 1 mondial de l'extraction de pétrole depuis 2014. Mais là, avec le coco qui fait baisser la demande et en plus des entreprises américaines qui boostent l'offre, les Saoudiens ont demandé aux Russes de baisser encore d'un cran la production afin, toujours, d'éviter que les prix du pétrole ne chutent trop. Parce que oui, les Saoudiens, à part du pétrole, ils font pas grand-chose. Donc quand les prix du pétrole baissent, ils ont du mal à financer le train de vie de leur population. Et dans une moindre mesure, les Russes aussi. Sauf que coup de théâtre, on dirait bien que les Russes ont dit non. Les Saoudiens l'ont mal pris et ils ont augmenté leur production au lieu de la réduire. Et les Russes ont annoncé qu'ils allaient faire la même chose. Du coup, on se retrouve avec encore plus de pétrole sur les bras que prévu, et donc le prix du pétrole s'est complètement planté. Alors pourquoi Saoudiens et Russes ont réagi comme ça? Mystère, on n'en sait rien. Il y a des tensions géopolitiques derrière tout ça, c'est clair, mais quelle est la stratégie des uns et des autres? C'est très difficile à dire. Je vous ai mis une petite interview sur le sujet, à l'écouter en description. Donc pour résumer, le coco provoque un ralentissement économique parce que si les gens arrêtent de consommer et de travailler, on a moins de dépenses, moins de revenus et moins de production. Or, somme des dépenses, somme des revenus et somme de la production sont les trois manières de calculer le PIB. Et qui dit moins de PIB dit récession. Pourquoi le coco provoque la chute des prix en bourse? Parce que le prix des actions en bourse correspond à la valeur des entreprises. Or, qui dit moins de croissance économique dit moins de bénéfices pour les entreprises, donc moins de valeur, donc baisse des prix. Pourquoi le coco provoque-t-il la chute des cours du pétrole? Parce que les marchés se disent moins d'activité économique, donc moins de demande qu'attendu, donc offre supérieure à la demande, donc baisse du prix. Plus cette histoire de guerre de la production entre Russie et Arabie Saoudite. Alors est-ce que toutes ces baisses sont justifiées? Personne n'en sait rien parce que les prix sur les marchés, qu'il s'agisse des actions ou du pétrole, sont supposés refléter l'avenir. L'avenir des bénéfices des entreprises et l'avenir de l'offre et de la demande de pétrole. Alors, l'avenir à quelle échéance? C'est pas clairement défini. L'avenir de ce que les financiers ont en tête. Ça peut être l'avenir de dans 5 ans, 5 mois, 5 semaines, 5 jours, ça dépend des fois. Que va-t-il se passer si ça continue? Qui dit récession dit crise économique, et qui dit crise en général dit chômage. Moins de dépenses, donc moins de revenus pour les entreprises, donc licenciement, et la boucle se répète. Toute la question, c'est de savoir quelle sera l'ampleur de cette récession. Et comme souvent en économie, on n'en sait rien, on verra, ça dépend, mais c'est sûr que ça tient à pas grand-chose.